Bon, bonjour les gars, bienvenue dans ce deuxième épisode du Café du Foot. J'espère que vous allez apprécier ce soir, aujourd'hui, ce matin, suivant l'heure à laquelle vous regardez. Il manque Mathieu. Mathieu nous a quittés pour son bien-être personnel, exceptionnellement. On va sur deux options, soit avoir un nouveau guest, on n'a pas eu le temps de l'inviter, ou sinon les faire à deux exceptionnellement. Si moi, Sam, Mathieu n'est pas là. Aujourd'hui, un programme assez chargé. Déjà, premièrement, les pronostics Ligue des Champions, ça va être un kiff. On va créer un nouveau jeu avec du pronostic. Et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos pronostics avant le prochain match de Ligue des Champions. Ensuite, on va parler de deux derbies. Marseille, victoire hier, Paris champion. Au niveau des sujets, Mbappé, meilleur buteur européen. Bon, faut mettre les termes. Deuxième meilleur buteur européen après Lewandowski. Pour une saison ratée, c'est pas si mal. Voilà, on a quand même parlé de flop. Riolo a dit que sa carrière était finie. Ouais. Il a gueulé sur RMC comme quoi elle était finie. Pourquoi on peut pas même parler du syndrome du nouveau joueur au Real Madrid, c'est-à-dire la première année de Cristiano Ronaldo a été catastrophique. Modric, élu la pire recrue de l'année en Espagne. Benzema, appelé El Gato par Mourinho, développer ce sujet-là. De Bruyne, Thomas Müller. Ouais, De Bruyne, Thomas Müller. Et sujet. Il faut qu'on en parle. Enfin, c'est deux joueurs qui ont marqué les 10 dernières années du foot et qui passent un tournant dans leur carrière. Ça sent mauvais parce que ça sent l'Arabie Saoudite et la MLS pour les deux, un truc comme ça. Mais c'est intéressant et surtout que les deux, on en parlera, mais c'est les clubs qui ont décidé de les mettre, de pas les renouveler, et c'est pas les joueurs voulaient rester. Donc on va en parler, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, tu as amené un sujet qui est assez intéressant, c'est Lucas Chevalier. Ouais. Doit-il partir du LOSC ? Franchement, tu sais que c'est un sujet on ne parle pas souvent. Mais je suis 100% d'accord avec toi. En fait, c'est un sujet. Lucas Chevalier, ça fait 2 ans qu'il performe. Ça fait 2 ans qu'on se dit, il est très bon et on parle de lui en équipe de France, mais on parle pas de lui dans des grands clubs. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet. Je pense que, mais du coup, on va aborder ça dans l'ordre correctement. Let's go. Yes. Bon, on commence par. On va commencer. Tu préfères quel sujet ? On va y aller step by step. Je pense que Lucas Chevalier, on peut le garder sur la fin et De Bruyne. Vas-y, on peut commencer par l'actualité et puis ensuite aller sur des sujets plus annexes, plus intéressants. De Zerbi. De Zerbi, alors pour mettre un peu de contexte, il s'est passé pas mal de choses la semaine dernière. On a dit que De Zerbi avait été lâché par ses joueurs, qu'il avait été que le groupe n'était plus derrière lui. En gros, après le match contre Auxerre, il avait dit en mode moi je vous entraînerai pas parce que voilà, vous avez pas été bon. Et le vestiaire s'était un peu révolté en mode s'il vient pas, nous on n'y va pas. Benassi était venu à essayer de calmer le truc, etc. Et De Zerbi a fait une conférence de presse quand même assez poignante, je trouve, où il a dit vous me faites passer pour un criminel, pour un voyou. Moi, ma mère m'appelle, me dit si, ça. Mais je vous dis un truc tout de suite, c'est que moi j'adore les polémiques, et donc moi, ce que vous faites, ce qui a fait bouger des entraîneurs au bout de 6 mois, 1 an, moi ça va me faire rester 4-5 ans. Donc il a un peu mis les coronas sur la table, je trouve, et c'est bien parce que c'est à Marseille, il faut le faire. Le fait, est-ce qu'il a été lâché ou non par les joueurs, moi je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire parce que crois pas non plus. Un De Zerbi qui arrive à l'OM, c'est un grand entraîneur, c'est quelqu'un qui a mis des idées en place, qui a ramené des joueurs, qui a convaincu des joueurs aussi de venir, parce que sans De Zerbi, il y a pas mal de joueurs qui ne viennent pas. Je pense qu'on a quelques joueurs un peu qui n'ont pas l'état d'esprit pour jouer sous ses ordres et pour jouer dans un club comme Marseille. Tu penses à qui ? Celui qui a été beaucoup pointé du doigt cette semaine aussi, c'est Lirola. Il y a une phrase qui est sortie, pareil, dans le vestiaire, c'est l'été dernier, il y a personne qui voulait de toi dans ce club. Moi, j'ai décidé de te garder, et c'est comme ça que tu défends aujourd'hui. De Zerbi qui lui lâche ça, et c'est réel. Lirola, en termes d'investissement sur le terrain, c'est rare qu'on voit un joueur surperformer. Donc, je pense qu'en fait, on a des brebis galeuses, on a des top players, et l'équilibre n'est pas encore trouvé parmi tout ça. Franchement, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne question. Par contre, je pense et je crois que De Zerbi match complètement avec la mentalité Marseille. Carrément. Disons les termes. On a eu des Marcelino par exemple. Jean-Louis Gasset, ça matchait pas. C'est gentil quoi, c'est doux, c'est gentil, mais ça matchait pas avec le caractère marseillais. Et en plus de ça, De Zerbi, j'ai l'impression qu'il représente beaucoup le caractère romantique et passionné de Marseille. Le seul problème qui me fait peur, après la Ligue 1 on est un peu biaisé, mais moi j'ai l'impression,
on en avait discuté sur le podcast du PSG qui n'a pas été enregistré, enfin qui a été mal enregistré, donc on n'a pas pu après PSG-OM. Pour moi, De Zerbi, c'est un romantique du football, un peu comme Bielsa. On a énormément d'entraîneurs extrêmement romantiques dans le football avec du beau jeu. Cependant, j'ai l'impression que ces entraîneurs ne gagnent pas. Il n'y a pas eu beaucoup de... À part Pep Guardiola de 2012, de l'époque Barcelone, et encore, Pep Guardiola, c'est un vrai romantique du football. Il n'a pas gagné de Ligue des Champions en 14 ans. Sachant qu'il a eu le Bayern Munich et Manchester City Prime. Sachant que Manchester City, en termes de dépenses de transfert, c'est 2 fois le PSG. C'est 2 fois les autres clubs de Première Ligue. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont dépensé à peu près 2 milliards et demi. Alors que le PSG, ils sont à peu près un petit peu plus d'1 milliard de dépenses entre les ventes et les achats. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand les British, surtout que si t'écoutes la BBC, si tu regardes les commentaires, tu vois un peu sur Twitter en anglais, à chaque fois ils appellent le PSG le Plastic Club. Manchester City a dépensé beaucoup plus. Chelsea, sur une époque où les transferts n'étaient pas aussi onéreux, a dépensé beaucoup plus que le PSG pour créer un club. Et aujourd'hui, ils font la fine bouche. Oui, Paris, c'est oil money, blablabla. Non. Et tu vois, pour revenir à De Zerbi, j'ai l'impression que ça fait partie de ces entraîneurs romantiques avec un beau football. Sauf que quand tu regardes, prenons la liste des entraîneurs qui gagnent. Le dernier entraîneur qui a gagné à Marseille, c'est l'entraîneur le plus pragmatique de l'histoire du foot français. Ouais. Deschamps. C'est le dernier entraîneur qui a gagné à Marseille, qui a ramené un doublé, qui a ramené la Coupe de la Ligue, qui a ramené le championnat de France. Et tu vois que l'entraîneur qui a gagné à Lille, c'est Rudy Garcia. Et un entraîneur pragmatique. Jardim, c'était pas un romantique du football. Quand tu regardes aussi, Ancelotti avec le Real Madrid, cette dernière Ligue des Champions, c'est pas non plus, c'est un jeu qui est basé sur la contre-attaque et qui défend beaucoup. Pareil, c'était Di Matteo qui avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Pareil, full défense. Enfin, c'est réel que ouais, la beauté, c'est rare que ça paye au final. C'est paradoxal, hein, parce que, enfin, encore une fois, après, ça dépend des clubs. On a un club comme Marseille qui, je pense qu'un club comme Marseille qui joue mal et qui gagne, ça rendra pas un public heureux, je pense. Enfin, et je pense qu'il manquera un petit grain de sable pour faire vriller le club dans cette situation. Alors que si on a un club qui joue bien, en fait, cette année, regarde, au final, il n'y a pas de grosse crise de la part des supporters ou quoi que ce soit, alors que les résultats, à des moments, enfin, genre, quand on perd 3-0 contre Auxerre, je suis désolé, mais de base, ça devrait brûler, hein, à Marseille. Mais là, il n'y a pas ça parce qu'on joue bien, et parce qu'il y a du respect sur l'entraîneur. Et après, faut parler aussi de projet, parce que ces amoureux du football, les romantiques du football comme tu les appelles, ils sont pas ils sont rarement impliqués dans des projets, je trouve. T'as pris Guardiola, c'est intéressant, mais en général, c'est pas des entraîneurs qui vont rester long terme et qui vont construire quelque chose. Est-ce que c'est parce que c'est antinomique avec leur façon de faire, en mode je suis juste passionnel et donc moi ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans et après basta, ou est-ce que c'est juste que ça l'a jamais fait pour l'instant. Guardiola, ça l'a fait pendant un temps, mais imagine la De Zerbi, il est là. Il arrive à mettre ça en place pendant 5 ans. En vrai, en 5 ans, t'arrives à construire un groupe qui est créé, etc. Tu vois, moi j'ai parlé avec des entraîneurs de National 2 en France. C'est un échelon très très bas, mais par contre, même eux, c'est un mec qui s'appelle Frédéric Advis. Genre, il était coach de Marc Ambareuil, il avait fait monter le club, etc. Enfin bref, trop fort. Et en fait, lui, en 7 ans à Marc Ambareuil, maintenant, il a un effectif qui correspond à son style de jeu. Et même si c'est du foot amateur, hein, c'est que à ce poste-là, il a le profil qu'il veut. À ce poste-là, il a le profil qu'il veut. Et donc, son équipe peut jouer dans le sens qu'il veut. Imagine, tu arrives dans un club et tu composes avec l'effectif qui est déjà présent. Tu composes avec un groupe qui est déjà créé, entre guillemets. Bah, parfois, il y a des profils où, par exemple, je dis des conneries, ton défenseur central excentré, bah, tu vas vouloir que ce soit un style particulier. Bah, tu peux pas tout le temps l'avoir, tu vois. Genre, donc je pense que peut-être laisser du temps à ces romantiques pour gagner, tu vois. Ça rappelle Marseille quand ils ont recruté Marcelino, son 4-4-2. Il avait pas une équipe pour jouer en 4-4-2. Totalement. Et surtout après Tudor qui joue avec un système et des pistons sur les côtés, et ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est ça. Et il avait pas l'effectif, surtout que dans les faits, c'était pas la pipe du siècle, tu vois. Disons les termes, il a quand même. Ça fitait pas. Pour moi, ça fitait pas. Un palmarès, son problème, c'est ça. Sa personnalité, une personnalité creuse. Pour moi, ça fitait pas avec Marseille. Et genre, c'est pas parce que ça fit pas qu'il est pas bon, et c'est pas parce que ça fit qu'il est bon. Genre, c'est juste que ça fitait pas. Genre, et si on se correspond pas, on fait chacun notre vie de notre côté et on passe à autre chose. Mais
Ouais, Marcelino, erreur de casting pour Marseille, complètement. Mais De Zerbi, effectivement, enfin, tu vois, cette conférence de presse, je pense qu'il a remis l'église au milieu du village et il a dit non. Enfin, genre, moi, je suis la bonne personne et c'est le bon club et on va faire des bonnes choses. Et là, si vous voulez parler de ce qui se passe maintenant, faites-le. De toute façon, c'est le process, quoi. De toute façon, on peut pas, ça peut pas exister une saison et encore, ça peut pas exister 6 mois sans qu'il se passe des choses comme ça à Marseille. Ça n'existe pas. Il faut l'accepter. Et ça perdrait son charme, tu vois. Bah, bien sûr. Tu mets un Jean-Luc Gasset qui fait des résultats, on va dire la même chose, la même saison ici à Marseille. Ça serait chiant. Bah bien sûr, on se ferait chier, il y aurait pas de vague, on serait là en mode bon bah ça joue pas bien plus que ça. Et tu vois, c'est ce qui s'était passé avec c'était qui l'entraîneur? Bah à un moment il y a eu ça, c'est juste on jouait, on gagnait un peu, on perdait un peu, mais il y avait pas de vie en fait. Et genre là tu vois, enfin t'as un entraîneur qui met des choses en place, il y a du mouvement en fait. On n'est pas dans une zone de stagnation, on est dans une zone qui fluctue. Aussi, donc on est, enfin moi je trouve ça kiffant parce que forcément on est toujours, quand on est supporter, on a toujours l'espoir qu'à un moment on va arriver là et qu'après ça va continuer à faire ça. Et la question que j'ai envie de poser avant de passer au sujet numéro 2, c'est est-ce que tu vois Marseille se qualifier en Ligue des Champions? En vrai, pour moi il y a pas de doute, hein. Je te dis la vérité. Ah ouais, carrément. Genre ça y est, genre on a perdu quelques matchs et tout, mais enfin oui, en fait, si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, par contre, là, c'est un gros échec. Et encore une fois, ce qui va me faire chier, c'est qu'on va devoir remettre plein de choses en question. Mais quand tu vois l'effectif, quand tu vois l'entraîneur, quand tu vois les performances de certains joueurs, enfin, Rabiot, il est au-dessus. Il est au-dessus largement. Genre, j'ai jamais vu aussi bien. Mais voilà. Et bah, il porte l'équipe. Mais après, c'est ça le problème aussi. C'est qu'il porte l'équipe, alors que d'à côté, t'as 2 grands joueurs, normalement. Mais, enfin, tu peux pas ne pas être qualifié en Ligue des Champions avec cette équipe-là. Donc, pour moi, en fait, je pense que dans le fond, en fait, je refuse d'y croire. Je me dis, c'est pas possible. Ouais, la concurrence est rude, hein. T'as 2 équipes de Ligue des Champions en concurrence. T'as le LOSC et Monaco. Le LOSC me fait pas tant peur que ça en réalité. Pour moi, le LOSC c'est des gentils garçons, hein. Genre c'est pas des tueurs et c'est. Certes, mais ils ont quand même eu un parcours en Ligue des Champions qui plaide pour eux. Ils ont une équipe, puis ils ont Jonathan David. Pour moi, c'est un très bon attaquant. Pour moi, c'est une pipe pas possible. Ah ouais, Jonathan David. En fait, je le trouve vraiment surcoté. Genre. Je me souviens, il a fait saison dernière ou saison d'avant, je sais plus, il met un truc genre 11 penalty dans sa saison, genre, et il finit à 19 buts. Bah, ok, mon grand. Okay. Après, il les tire bien les penalty, hein, ça, je le reconnais. Mais moi, je l'ai jamais trouvé très bon. Et son impact dans le jeu, pas ouf. Défensif, pas ouf. Ses appels peuvent être intéressants, mais il se faisait pas bien servir, en tout cas. Non, moi, ce mec m'inspire pas la terreur. Genre, non. Okay, mais après je peux comprendre, c'est un mec qui score au final, hein, genre il fait ses saisons à 20 buts depuis 3-4 ans, ok là il va partir sûrement la saison prochaine, mais ouais non c'est pas, moi le LOSC me fait pas peur, vraiment, genre, et je pense qu'ils perdent des points en ce moment en plus, hein, genre, ouais, donc... ouais, après ça, pour moi ça reste quand même une équipe solide, donc et ils sont pas très loin de Marseille. Après par contre ce week-end là ça tournait en faveur de Marseille. T'as Monaco qui perd à Brest, t'as Lille qui perd à Lyon. Carrément. T'as Nice qui perd, c'est du pain béni, ouais, de ouf. Mais c'est vrai que le calendrier fait qu'il va falloir quand même rester solide sur les matchs. Franchement, moi ça va être ma grosse cote. Pour moi, Marseille ne se qualifie pas. Ouais, t'avais dit la semaine dernière, mais c'est parce que t'es un haters parisien, c'est juste ça. Ok, écoute, on fait les paris, mais si on se parie un McDo, si tu veux. Allez. Bah, y a McDo ici. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu éclaté. Ou un burger, un bon burger. Un bon burger, vas-y. Genre. Vas-y. Vraiment un burger très carré. Vas-y, on fait ça. Ok. Deuxième sujet. PSG champion. Ouais. Rapidement, d'actualité. Franchement, t'as vu la vidéo ou pas où les mecs sortent du Parc des Princes? Non. Personne célèbre. Ah ouais? Les gens s'en tapent. Ça m'étonne pas en vrai. J'avoue que c'est pas un événement, hein. Enfin, toi, t'en as pensé quoi? Tu l'as vécu comment en tant que supporter? Je m'en tape. Ah ouais? Ouais, je m'en tape. Maintenant, c'est la Ligue des Champions ou rien, quoi. La Ligue 1, c'est dans la poche. C'est pas intéressant. T'as vu la vidéo d'Habib Beye ou pas? En conférence de presse? Il a dit que, grosso modo, le vrai problème, c'était... Tu vois, en fait, il dit, dans une saison, toi, tu vas jouer 2 fois le PSG. Ouais. T'as 6 points à prendre. Mais la réalité, c'est pas qu'il y ait 6 points à prendre ou quoi. La réalité, c'est que toutes les équipes derrière, genre, ça se joue pas à 6 points. Donc tu sens que, par exemple, tu vois, Marseille, genre, ils ont perdu trop de points. Mais ils ont pas perdu des points contre le PSG. Parce que si ça serait que ça, bah c'est pas grave. Mais le vrai problème, c'est ça, c'est qu'en fait, derrière, c'est trop faible. Parce que Paris n'est pas capable de perdre des points à Lorient ou des choses comme ça.
Mais par contre, Marseille est capable d'en perdre, Lille est capable d'en perdre, Lyon est capable d'en perdre. Et donc, c'est ça aussi le vrai gap. C'est que là, cette saison, je trouve qu'on a senti, encore plus que les années précédentes, un écart colossal en termes de niveau, en termes de régularité entre le PSG et les autres. C'est que cette saison, Paris a roulé sur la Ligue 1 et ils ont bénéficié d'une surperformance de leur part. Enfin, ils ont été hyper performants et ils ont bénéficié d'une très mauvaise performance de toutes les équipes de Ligue 1, enfin des habitués, quoi. Pour moi, c'est ça. Ouais, nonobstant ce fait, il faut ajouter le point que Paris n'a pas encore perdu. Ouais, ça abusé. C'est écœurant, tu vois. Franchement, pour moi, c'est juste, comme dirait Mbappé, une bonne journée de travail, tu vois. Mais totalement. Mais Paris, cette saison, ça a été un fleuve tranquille. Vraiment. Ouais, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de vague et ça s'est toujours bien passé. C'est juste la Ligue des Champions là qui va leur faire peut-être des cheveux blancs, mais... Bah, on en parlera sur le pronostic, mais pour moi, Aston Villa, c'est ma cote difficile. Vas-y, on en parlera. Mais oui, pour moi, la Ligue 1, ça a été tellement ridicule pour le PSG cette saison. Genre, t'étais là en mode... ils jouaient sans pression, il n'y avait pas de... Il y avait même pas de polémique. Genre, chaque année, t'as des polémiques en mode Zlatan pas content, Cavani, est-ce qu'il doit jouer là, Mbappé, maintenant Neymar, Messi, nan. Cette année, il n'y en a pas eu. Tout va bien. Après, pour moi, ils ont aussi l'entraîneur qui a du caractère. Oui, tout. Pour la première fois, ils ont un entraîneur qui a... C'est pas que du caractère, parce qu'ils avaient, surtout Tourelle avait du caractère. Cependant, il a du caractère, mais de la légitimité devant des joueurs. Il n'y a aucun joueur qui peut regarder Luis Enrique dans les yeux et dire tu fais de la merde. C'est vrai. Il n'y en a aucun. Il regarde Barcola, il peut pas. Dembélé, il peut pas. Ouais. Dembélé, il a essayé. Ah ouais? À Arsenal. Il a été écarté du groupe. C'est vrai. Il a essayé, enfin, pas de manière verbale, mais sur son comportement, arrivé en retard de 30 minutes. Voilà, il a pris une douche froide. Mais t'as raison, hein. Ça joue énormément ce qui s'est passé, enfin Luis Enrique, parce que t'as pas un mec qui peut mettre une vague dans ce club là. Genre. C'est ça. Et ça a été souvent le problème du PSG, je pense. Je suis d'accord. En vrai, il y a pas une saison où il y a pas eu de ça. Hein. Genre. Donc non, mais après, enfin là, ça va être ça. C'est est-ce que la Ligue des Champions, ça va être un parce que si c'est un échec la Ligue des Champions, ce sera une année bidon malheureusement pour le PSG. Alors qu'en vrai, c'est pas une année bidon pour moi, tu vois, genre c'est une année brillante pour le PSG parce que ils ont été enfin la Ligue 1, ils l'ont vraiment maîtrisé pour le coup. Ils ont pas déjoué, il y a pas eu de polémique. En fait, ils ont fait une belle saison hein. Mais la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Et j'ai peur que psychologiquement ça leur mette un poids. Tu veux dire en termes de pression? Ouais, dans le sens où ils jouent toute leur saison sur ce match-là. Alors qu'à Aston Villa, ils y vont en mode YOLO, tu vois. C'est réellement ça. Juste une vie. Mais c'est vrai, s'ils ratent Aston Villa ou enfin s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, ils ratent leur saison. C'est affolant de se dire ça. C'est pas vrai en plus pour moi. Mais parce que en fait moi on dit en tant que supporter parisien, pour moi, ce serait une saison ratée. Ouais, mais regarde. Ça sera une saison où qui fera mal au cœur, tu vois. Ouais, mais regarde, au final, genre saison ratée. Parce qu'ils gagnent pas la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions. Avec comment dur à gagner. Bah voilà, on va pas se mentir. Enfin, il y a pas que des peintres. Hein. Il y a le Real, il y a le Barça, il y a le Bayern. Enfin, c'est pas en mode Paris est l'outsider de la Ligue des Champions. J'ai l'impression que Paris a un peu le syndrome du riche blasé, tu vois. Ouais, tu vois quand il y avait un post Reddit d'un j'ai plus le nom du mec qui a vendu ce qui avait fait un exit, il avait pris 400 millions de dollars, je sais plus c'est quelle boîte. Et 2 ans plus tard, il écrivait sur Reddit comme quoi il était complètement blasé de la life. Oui. Il y a certains mecs riches qui sont blasés. Faut surtout pas faire de généralité. T'as toujours le côté un peu où les mecs, non, les mecs. Parce que la dernière fois, je parlais avec des potes, les mecs riches, non, l'argent fait pas le bonheur. Non, l'argent fait le bonheur. T'as une vie bien plus confortable, tu vas rentrer chez toi, non, etc. Tu vois. Je trouve que l'argent il contribue énormément. C'est le sens que tu vas donner aussi. C'est ça. Parce que tu vois, c'est pour ça que pour moi, le PSG a une saison, une belle saison. Je vais prendre un exemple un peu bizarre peut-être, mais Football Manager, tu vois. Ouais. Genre, moi demain, je fais une carrière avec le PSG sur Football Manager et je gagne pas avec des champions à la fin de la saison. En fait, je serais quand même peut-être satisfait si j'ai sorti des jeunes de mon centre de formation, si j'ai réussi à créer des liens entre mes joueurs, si j'ai un joueur qui a beaucoup progressé, etc. Je me dirais c'est une belle saison qui me permet de bien construire pour la saison prochaine et pour être encore plus fort la saison d'après. Et c'est pour ça que pour moi je dirais que c'est une saison réussite parce que ma saison aura du sens, tu vois. Et alors que si je suis juste focus en mode je vais pas gagner avec les champions, tout est acheté, je construis quoi? L'année d'après je fais quoi? Ouais, mais t'as une vision.
T'as une vision. T'as vu, j'ai mon réveil à 11h. Oh merde, le réveil. Oh. Ah là, Putain, c'est l'heure de me réveiller. Là. terrible. Non, je dis ça parce que tu vois, on parlait de Oui, oui. que je dormais 4 heures. Non, je fais la grasse mat depuis 3 ans là. Ils vont me prendre pour un mec au RSA. Voilà, il dort tous les jours, voilà, messieurs, dames. Ils vont me prendre pour un mec au RSA. Je ne suis pas au RSA. Enfin, Le réveil à 11h, c'est parce qu'il travaille jusqu'à 4h du matin. ah ouais, Sachez-le. ouais, c'est ça. Décalage horaire oblige. Bon. Non, en vrai, quand même, je travaille beaucoup. Je travaille vraiment beaucoup. Mais hormis ça, si on revient sur le côté du PSG, parce que oui, toi, t'as une vision d'un entraîneur. Pour Luis Enrique, ce serait une saison réussie. Mais parce que quand tu parles de football, quand tu parles de football manager, quand tu le mentionnes de l'angle, de la perspective de toi qui coach une équipe. Mais sur la perspective d'un supporter, et je peux te dire, l'année dernière, tu sais que j'ai pris un billet d'avion, je suis rentré en France pour voir PSG Dortmund au parc. Et bah, ça fait mal au cœur, tu vois. Bah, Corner, Donnarumma qui sort pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, match. c'est un prisme supporter et tout, mais regarde, je te prends Marseille. Marseille, genre, moi, mon prisme actuel, c'est on n'est pas bon, enfin, on n'est pas au top. Cette saison, on va pas gagner la Ligue 1, cette saison, on va rien gagner même. Mais on est en train de construire quelque chose d'intéressant. Et genre, c'est une victoire de se dire qu'on a un entraîneur peut-être qui va rester. C'est une victoire de se dire qu'on a une équipe qui va peut-être avoir la Ligue des Champions et pouvoir ramener encore de meilleurs joueurs alors que déjà on en a eu des bons. Enfin, tu vois, comme moi je démarre la saison en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, je démarre la saison en me disant cette saison elle est prometteuse parce que je vois le projet à franchement je le vois à 3 ans. Genre je me dis dans 3 ans, si on n'a pas les résultats, là il y a un problème. Parce qu'à Marseille, il y a un mec qui est génial, c'est Benassia. En vrai, Longoria, Benassia, De Zerbi, les trois. Hein. Ouais. Les trois, c'est-à-dire, il est parti, parce que franchement, quand il est arrivé en janvier, il a sorti sur Klose, il s'est fait défourailler, alors qu'en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Mais tu vois, Klose aujourd'hui à Nice, Klose, surtout quand j'écoutais son interview récemment, il disait ouais, moi aujourd'hui, je suis content parce que je gagne 2,5 millions par an. Tu vois, en mode, c'est bon, j'ai fait ma vie. La daronne à l'abri et c'est bon. C'est ça, et c'est exactement les mots qu'il disait, tu vois. Et tu vois qu'on parlait de psychologie, tu vois. Il a atteint son palier. Total. Maintenant, sa carrière est finie. Il va prendre ses millions par an. Il va plus se forcer. Et Benassia, il a compris ça. Il a dit ouais, mon bonhomme, t'es le mec qui doit partir, tu vois. Tu ramènes pas cette mentalité dans le vestiaire. Mais totalement. Tu prends pas ton salaire, tu rentres chez toi, tu dors. Non, t'es là pour aller au-dessus, t'es là pour faire 15 km sur le match. Et d'ailleurs, il avait tapé les Marseillais après la demi-finale contre Bergame, où ils se prennent 3-0. Ouais. Il est parti, il leur a dit mais les gars, vous avez regardé le nombre de kilomètres que vous avez couru? C'est pas normal que les mecs courent 30% de plus que vous sur le même match. Non, mais c'est ils sont des professionnels aussi, et c'est pas normal que quand il y a la balle en l'air, t'ailles pas au duel. T'es pas là pour. Et tu vois, déjà, t'as ce côté-là où il a eu la mentalité Juve, c'est-à-dire italienne, AS Roma, Juve, et surtout la mentalité Bayern Munich. Genre, c'est une mentalité. Surtout le Bayern Munich qui a gagné, tu vois. Une mentalité de gagnant. Et en plus de ça, j'ai l'impression. T'écoutes Romain Molina de temps en temps? Vite fait, je regarde les extraits. Ouais, de temps en temps, c'était intéressant parce qu'il y a 3 ans, il tapait ou même il y a 2 ans, il tapait souvent sur Marseille, tu vois, parce que Marseille se faisait 15 transferts sur l'été. Et il disait, regarde, bah, le directeur sportif, il s'en met plein les poches, tu vois. Tu vois, sur chaque transfert, il se prend un fils, tu vois, il y a beaucoup d'argent qui circule, centre de formation, etc. Et depuis que Benatia est arrivé en janvier de l'année dernière, Benatia est multimillionnaire, tu vois. Il n'a pas besoin de ça, tu vois. Donc, c'est vrai, ça change pas mal de choses. Il y a ce côté corruption en moins. Il est parti chercher De Zerbi, c'est-à-dire il est parti l'appeler au téléphone. Il lui a parlé en italien. De Zerbi, c'était un entraîneur ultra top 10, oui, carrément. Il a convaincu Rabiot quasiment de diviser par 2 son salaire. Non, mais en vrai, le projet Olympique de Marseille a l'air incroyable, on va pas se mentir. Enfin, genre sur le papier, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Genre juste là, pour moi, le vrai problème, c'est qu'on a une bande de fainéants qui n'ont rien à faire au club. Et en fait, il y a des gaps aussi, parce que, tu vois, on va chercher un Rabiot, c'est très bien, c'est brillant, c'est génial. Ouais. Mais par contre, à côté, on va aussi chercher un Cornelius ou un Lirola ou des choses comme ça. Et donc, on amène des joueurs qui sont dans des gammes d'écart énormes. Et si les joueurs du bas ne décident pas de suivre les joueurs du haut, bah là, t'as un problème. Après, pour rappel, Marseille joue que la Ligue 1 cette année. C'est ça qui est terrible. Et moi, au contraire, je trouve ça incroyable qu'ils aient ramené des Benasser. Totalement. Benasser, il a fait que des bangers. Non, mais
Totalement. Il a joué à Arsenal, enfin, il a fait quelques matchs. Il a pas. Non, mais même au Milan, enfin, c'était un super joueur. Il a fait une carrière incroyable. Tu Mais- regardes les clubs qu'il a fait. Non, mais c'est un super joueur, Bennacer. T'as juste le truc de, genre, Rabiot. mais Rabiot, pour moi, c'est Équipe oui, de top, France, tu vois. très top player qui n'a rien à faire à Marseille en réalité. Mais tu ramènes ça quand il n'y a pas de Ligue des Champions, ok. Mais par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir, ok, on a fait ça cette saison. Parce que tu vois, la première saison, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La première saison, c'est un peu, tu ramènes et t'essayes de composer au plus vite. C'est un peu dans l'urgence, la première saison. Mais la deuxième saison, t'as pas le droit à l'erreur, grosso modo, parce que ta vision, elle est claire. Et ton projet, quand De Zerbi, il arrive, il se dit pas, bon, cette saison, on fait quoi? On verra la saison prochaine. S'il fait ça, c'est pas un entraîneur professionnel, je pense. Et en plus de ça, sur les échos qu'on a de De Zerbi, c'est un gros travailleur. Mais apparemment, il arrive le matin, il sort du bureau, il est 23h30 minuit. Il regarde toutes les vidéos, il analyse ses joueurs, les datas. Voilà, non, mais oui, c'est totalement un entraîneur de très haut niveau. Mais tu peux pas. Il faut accepter cette transition-là, je pense, parce que on est parti d'un effectif qui était pas terrible. Enfin, ça va encore, mais en termes de mentalité, ça avait pas été assez travaillé. Bennacer ramène ça, Longoria ramène ça, De Zerbi encore plus maintenant, je pense. Et donc il y a ce truc de, il faut laisser le temps à cet effectif de changer et de devenir un effectif de gagnant. Comme je te prends l'exemple du Real Madrid, par exemple. Tu sais pourquoi j'ouvre De Zerbi, pourquoi j'ouvre ce point-là de gros travailleurs? C'est parce que je suis persuadé que si on lui laisse tout l'été pour travailler, avec le même effectif, nonobstant le fait que Benassia, par essence, il ne va pas chambouler l'effectif comme tous les ans, à virer 15 personnes, vendre Sanchez, ramener Aubameyang, etc. Ouais. Enfin, tout, le tralala, pour peut-être racheter Sanchez le 30 août. Ouais. Voilà, ramener Joaquin Correa le 30 août. Bon, comment, tu vois. Et on sait que Benassia ne va pas le faire. On sait que De Zerbi, c'est un gros travailleur. Pour moi, et en plus de ça, il y a la Coupe du Monde des clubs cet été, donc ça va fatiguer énormément d'équipes européennes. Pour moi, il y a énormément d'étoiles qui s'alignent pour que Marseille fasse une saison très intéressante. De toute façon, je te dis la vérité, pour la réputation de Marseille, de De Zerbi, le projet McCourt, t'as pas le choix. Genre, si la saison prochaine n'est pas intéressante, justement, on est sur un échec et on repart à zéro. Ouais, et après, tu vois, qu'on parlait aussi du PSG champion, comme quoi t'étais heureux de cette saison pour Marseille et que t'étais assez satisfait, c'est parce que Marseille était 8ème l'année dernière. Si Paris l'année dernière est 8ème et que cette année on roule sur la Ligue 1, pour moi c'est la fête, tu vois. Ah, mais le problème, c'est pas ça, c'est que tu passes de premier. Tu vois, moi j'avais pris cet exemple, c'était mes potes, ils étaient fans du Barça. Et le Barça, au moment où Laporta il vient acheter, enfin non, c'était Bartomeu qui va acheter 180 millions Coutinho, Dembélé, blablabla. Tu vois, à ce moment-là, le club, il y avait un moment où il parlait même de déposer le bilan, tellement ils étaient à sec, tu vois. Et moi je dis, la meilleure des choses pour le Barça, vu comment il est, bon, je me suis trompé, hein, mais voilà. Mais la meilleure des choses, c'est que ce club, il tombe, en fait. Parce que il va tomber et il va pouvoir se reconstruire sainement. Parce que là, tu vois, c'était biaisé parce qu'il y avait plein de commissions qui devaient à droite à gauche, ils devaient de l'argent là, ils avaient des joueurs qui surpayaient alors qu'ils valaient pas un clou. Enfin, Frankie de Jong, très bon joueur, hein, mais qui a été surpayé et qui l'est toujours, qui joue même pas 50% des matchs par saison en plus, parce qu'il est tout le temps blessé. Enfin, en fait, tu vois, c'était se dédouaner, enlever, épurer le club de toute la merde qu'il y avait, etc., pour repartir à zéro. Et en fait, c'est pas plus mal, parce que si t'es un club qui est toujours comme ça, bah t'as jamais l'occasion de repartir d'une base saine. Donc là, pour moi, Marseille essaye de le faire. Paris, pareil, au final, hein, je pense qu'ils sont en train d'avoir une base qui est très saine. Et maintenant, ils vont faire des recrutements plus smart, ils vont arrêter d'aller chercher les grosses stars, je pense, plein d'ego ou choses comme ça. Je pense que les mentalités de ces deux clubs, en tout cas, ils sont en train d'aller sur le côté long terme et sain. Je pense que... Pour moi, là, le Barça, financièrement, en fait, c'est pas ça. Je regarde les assets, les assets en français, les actifs qu'ils ont. Ils ont tout vendu. Mais ils ont plus rien. Mais donc, on va dans 3 ans, on va voir un truc qui va être catastrophique. Ils ont vendu leur droit TV, leur chaîne, leur stade, ils ont vendu des places, ils ont vendu des trucs de fou. Et ils sont là en mode. Ils ont vendu le owning of the VIP section, de la section VIP du Barça. Il ne leur appartient plus, c'est-à-dire qu'ils font plus d'argent en VIP. Il y a beaucoup de choses qui font que. Mais les gens ne s'en rendent pas compte, ça. Ouais. Et j'ai l'impression que ils font un peu comme. Un peu comme le gouvernement français actuellement, tu vois, tu passes d'une dette de 60% à 115%. Ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de taxer le moindre centime, ils sont en train de créer une taxe pour ceux qui ont des animaux de compagnie, ils sont en train de créer une taxe, parce que ils essaient d'aller chercher le moindre bout de chandelle.
Mais à un moment, ça va À long exploser. terme, c'est pas viable. Et donc là, le Barça, quand ils sont en train de vendre les droits, si là on a vendu 20%, là c'est 25%, là si, là ça, on est là en mode ah bah c'est bon, il y a 150 millions d'euros qui sont débloqués, trop bien et tout. Ouais, 150 millions aujourd'hui. Pour faire quoi? Pour aller chercher peut-être un Dani Olmo qui est très fort, mais est-ce que tu en as besoin? Non. Non, pire Enfin, que ça. Il a été viré il a pas été accepté par la Ligue espagnole. Ils ont dû faire le forcing et tout. et même ça, tu sais qu'il y a il y a de la magouille derrière. Enfin, tu vois. Et donc tu te dis, ok, les Barcelonais, enfin, soyez heureux de ce qui se passe maintenant. Vous êtes en tête de la Liga, vous avez une belle équipe, prometteuse, etc., etc. Mais dans quelques temps, dans 2 ans, 3 ans, vous allez voir qu'il y aura le retour de tout ça. C'est en mode un club qui n'est plus responsable de ses bénéfices, un club qui, tu vois, enfin, le Real Madrid possède tout. C'est ça qui est magique. Ouais. Enfin, le Real Madrid possède tout et donc ils ont une économie qui est très saine. Ouais, Arsenal, je pense pas que ce soit de la magie, je pense surtout du travail. non, j'ai Ouais. dit une économie qui est très Ouais, saine. c'est un peu ça. Non, C'est Florentino Pérez, il a vraiment fait la pince sur les 5 dernières mais années. de malade, mais à juste titre, tu vois. Et il a géré une entreprise de manière très saine, sans avoir de pression ou quoi que ce soit. Il a assumé ses choix très bien. Mais ça fait que c'est un club qui peut durer sans avoir des problèmes financiers ou quoi que ce soit. Le Bayern, pareil. Genre, mais par contre, le Barça, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'il va se passer des choses. Enfin, Ouais, moi, économiquement, je vois pas comment il faut se tenir. Le seul miracle dans l'abîme, c'est Lamine Yamal. Ils ont le futur meilleur joueur du monde à prix ridicule. ouais, mais tu penses qu'ils vont. Est-ce qu'ils vont le. Parce qu'au moment où ils auront ces problèmes financiers qui vont venir, pour moi, ils sont inévitables. Tu penses qu'ils vont le vendre, ce mec, pour aller renflouer les caisses? Ils vont le vendre combien? Politiquement, ils peuvent pas. Pragmatiquement, ils vont peut-être devoir le faire. Bon, on n'y est pas. Pour moi, on a 3-4 ans. Hein, genre, mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. Politiquement, enfin, ils peuvent pas le faire. Mais c'est ce qui va devoir se passer. Parce que Ils vont devoir créer un regarde ce qui s'est passé avec storytelling Messi, pour le tu vois. vendre. Avec Messi, ça a été tellement cata. Genre, en fait, ils ont tout fait pour garder ce joueur à n'importe quel prix qui leur a coûté mais leur santé financière. Hein. À juste titre. Messi Prime. Ouais, mais Messi, ces 3 dernières saisons, c'est pas Messi Prime. Et pourtant, c'est un mec à qui tu donnes quasiment 250 millions annuels. Genre, t'es là en train de dire, mais. Ouais, mais après, au niveau marketing, ce qu'il rapporte. Je suis pas sûr qu'il soit rentable sur les fins de saison. Ouais, c'est Et il y a aussi le côté de. Parce que Messi, c'est un gentil garçon. Hein, c'est ouais, j'aime le club. Bah vas-y, t'aimes le club, va pas demander tes 250 millions annuels parce que tu sais que le club va pas bien, tu vois. Ouais, moi, Messi, c'est pas. Bah non, mais enfin, je trouvais ça Toi, t'es hypocrite. plutôt Ronaldo, Messi. Ronaldo, quand même. Ouais, pareil. Mais je trouvais ça un peu hypocrite de la part de Messi. Enfin, ce côté où, ok, tu vas rester dans ton club, mais en fait, tu leur demandes des sommes astronomiques alors que tu sais qu'ils vont pas bien. Ok, il y a un côté, c'est ton travail, tu penses à toi, et ok, mais ne va pas faire l'amoureux du Barça par ça. Enfin, je sais pas. Ouais, après, on est quand même assez romantique, mais c'est vrai que moi, c'est pareil, je suis plutôt Ronaldo. Je trouve qu'il a un côté un peu comme Batman, tu vois. Un côté un peu écorché vif. Ouais, même, enfin, c'est un bosseur, c'est les valeurs que Ronaldo Ouais. dégage, je m'en rapproche beaucoup plus, enfin, elle me parle beaucoup plus que Messi, tu vois. Tu sais que j'ai lu la biographie de Ronaldo, et moi, c'est quelqu'un qui m'inspirait énormément. Lorsque j'étais en école d'ingénieur, à l'époque, c'était en 2016, et pour moi, c'était un moteur dans ma vie, tu vois. Il m'a forcé à me dépasser, à me lever le matin tôt, à faire des choses. Et il le sait pas, mais indirectement, il m'a influencé positivement dans ma vie. De malade, mais ce que tu dis, je pense que c'est valable pour des millions de personnes, parce que les valeurs qu'il a dégagées, ce qu'il a inculqué aux gens par sa résilience, sa capacité à rebondir, etc., ça a été brillant. Et genre, enfin, si on fait le contrario avec Messi, je suis désolé, mais enfin, non, c'est pas, ça sert à rien de comparer, je pense, mais on a un mec qui a donné des valeurs de travail et des valeurs de vie à travers le football, ça a été brillant, tu vois. Genre, c'est un exemple pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de sports aussi, je pense. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, en tout cas, je me souviens à l'époque, quand j'étais stagiaire, je faisais mon stage chez Vinci Grand Projet, parce que de base, mon premier diplôme, c'était un diplôme d'ingénieur génie civil. Et j'avais fait mon stage chez Vinci Grand Projet. Et puis, je m'en souviens que je me réveillais, dans ma tête, mon objectif, c'était d'arriver le premier au bureau et de sortir le dernier. Et c'est parce que j'avais. Bon, t'as été Ronaldo, ouais. C'est ça, hein, je trouve que au-delà, pareil, il y a un move qu'il avait fait. Là, on n'est pas le bon exemple parce qu'on a un croissant devant nous. Parce que le croissant, c'est surtout pour le concept, sur le Coca. café du foot. Ouais. Tu vois, mais quel exemple générationnel. Et même, le fait qu'il ose
il y a un avis populaire qui C'est est ça. genre le Coca, FIFA, etc. Et il est là en mode, ok, c'est l'avis populaire, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Tac. C'est ça. Genre, et je suis fidèle à moi. Genre, je suis pas fidèle C'est à. ça. Ça, je trouve ça fort aussi, ouais. Il y a un côté authentique. Par exemple, moi, je pense que ce qui est, comment ça s'appelle, attractif chez Donald Trump, je le suis pas sur beaucoup de points. Je trouve pour moi, je suis plutôt à parler des idées que du personnage. Mhm. C'est-à-dire, quelle idée est bonne, quelle idée n'est pas bonne. Pas le personnage, on s'en tape. Mais par exemple, ce qui est attractif chez Donald Trump, par exemple, sur la première élection, c'était Donald Trump ou Hillary Clinton. Les gens n'avaient pas confiance en Hillary Clinton. Alors que Donald Trump est catastrophique. Genre, il fait n'importe quoi. Par contre, il est authentique. Et Ronaldo, par exemple, quand il enlève le coca, il va contre la doxa populi et il dit, écoutez les gars, c'est ma personnalité, c'est moi. Et c'est ce que je veux dégager. C'est Et tu moi. vois, c'est hyper intéressant parce que par rapport au travail enfin, mon activité à côté, c'est vraiment un sujet qui compte beaucoup, c'est le sens que tu donnes à tes actions et à ta vie. Et l'alignement que tu as avec tout ça. C'est que quand t'es... Ronaldo, il a... Enfin, grosso modo, si tu devais le décrire, tu pourrais le faire. Tu pourrais dire, il Ouais. est comme ça, comme ça, comme ça, et il dégage ça, et il veut ça, etc., etc. Et il est toujours aligné avec les mêmes valeurs. Il est toujours dans la même direction. Et ça, je trouve ça brillant parce qu'il y en a pas beaucoup. Et c'est le parallèle que je veux faire, c'est que c'est pareil dans le business au final. C'est que tous ceux qui vont être là en mode, ils sont pas alignés avec ce qu'ils font, ils vont un peu là parce qu'ils se disent, bon, pourquoi pas et tout, nanana, mais qui ne suivent pas leur voie, bah en fait, à tous les moments, ils vont être là, ils vont se perdre. Et Ronaldo, il a une fidélité par rapport à ça qu'il a mené ici, qu'il a mené là où il est, c'est un exemple. Et aussi sur ce côté-là, il faut trouver son alignement pour après pouvoir performer. Tu vois, qu'on parle de Jonathan Klaus qui se fait lyncher par Benassia. Benassia, il dit, mec, t'as ton truc. Et pour lui, quand tu écoutes ses interviews, c'est, franchement, maintenant, c'est incroyable, j'ai ça. Oui. Je suis tranquille. Mais t'as deux prismes par rapport à ça, je trouve. T'as le prisme de... Ouais. On va pas non plus lui jeter la pierre, tu vois, comme dirait... Mais t'as le mec qui est reconnaissant. Genre, le mec qui est reconnaissant de ce qu'il a et qui s'en contente, et voilà. Mais est-ce que... ça dépend aussi de ce que tu veux, mais... Tu vois, par exemple, si on parle de Ronaldo, il n'est pas du tout reconnaissant. Pour lui, il en veut toujours plus. Il dit, ouais, non, pour moi, j'ai pas assez. Pour moi, je veux marquer 1000 buts dans ma carrière. Je veux ça, je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus. Et c'est ce qui est drôle, c'est pas ça, c'est que vendredi, j'ai une chaîne business. Et sur la chaîne business, j'ai interviewé Chris. Tu l'as vu, Chris? Il joue au paddle ouais, j'ai vu ce week-end. Ouais, il est grave cool, tu vois. Et puis on parlait de ça. Et on a sur un côté philosophique, tu vois. On parlait sur le côté, est-ce que les grands génies sont des écorchés vifs? Et les grands génies, la dépression et les grands génies. Dans le sens où, tu vois, quand on parle de Nietzsche, quand on parle de Dostoïevski, de Mozart, d'Elon Musk, t'as le côté où, tu vois, Elon Musk, il pleure en interview. Et alors qu'il a, tu vois, il jamais assez, toujours plus, jamais satisfait, pas de gratitude, et ce qui les pousse à aller plus haut, tu vois. Et en gros, le débat qu'on avait, c'était est-ce que les grands génies sont des éternels dépressifs? Et on a ce côté-là, tu vois, où dans la Dexa Populi, on va te dire, écoute, sois satisfait de ce que t'as, sauf que pour être un grand génie, les grands génies ne sont jamais satisfaits. Par exemple, Ronaldinho s'est satisfait de ce qu'il avait, il a tué sa carrière. R9, R9, pareil. Mbappé n'est pas satisfait. Tu vois que il est insatisfait, tu vois. Ouais, il se dit pas, je suis au Real Madrid, tu vois, il est là, non, je suis trop nul, tu vois. Lui-même le disait, tu vois, dans l'interview avec Mouloud Achour, je suis nul, tu vois. Il se dit pas, je suis au Real Madrid. Regarde, Hazard, satisfait. Carrément. Et l'éternelle insatisfaction. Après, c'est un sujet sur la psychologie, la philosophie. Non, mais en vrai, je suis grave d'accord, je te rejoins pas mal. Hein. Et genre, après, pour moi, il y a aussi un prisme à donner, c'est est-ce qu'au final, ces mecs-là, ces génies, au final, ils sont pas heureux? Bien sûr. Thierry Henry, t'as vu son interview quand il disait qu'il était complètement déprimé? Non. Qu'il finissait en pleurs? J'ai pas vu. Eh non, mais l'interview que Thierry Henry donne sur la dépression, oh là là, elle est incroyable cette interview. Je regarderai. En fait, Henry parle de sa dépression. Il disait qu'il était en pleurs. Il se réveillait le matin, il était en pleurs, il comprenait pas. Et en fait, il a compris que c'est parce que quand il jouait au foot, quand il était à Arsenal, il marquait un doublé. Il disait une fois, il avait marqué un doublé à Madrid en Ligue des Champions au Bernabeu. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il mentionne ce match-là. Il disait rentrer, il disait ouais, non. Et il disait, Wenger, il dit ouais, tu souris pas? Non, j'ai fait le bare minimum, tu vois. Mais il y a ce côté-là. Et tu vois, Henry, c'était le plus grand attaquant de la Première Ligue. Mais il y a ce truc-là aussi. Ou dans le top 3 des plus grands de l'histoire de la Première Ligue.
Et tu vois que c'est un éternel insatisfait. Ouais, mais est-ce que C'est jamais assez pour lui. est-ce que cette quête-là, elle est honorable au final? Parce que, genre, est-ce que c'est ça? Enfin, tu vois, je prends un Jonathan Klaus, c'est un peu l'imbécile heureux au final. Ouais, Bah, bien sûr. mais, ouais. Et j'ai une histoire à te partager, c'est Kafka. Il a demandé il les a mis au feu, tu vois. Ces manuscrits, c'est devenu des best-sellers de l'histoire de la littérature française. Je sais pas si t'arrives à te rendre compte, c'est que le mec il disait j'ai fait de la merde, Ouais. c'est pas assez bon. Et c'est devenu, genre sur 2000 ans de littérature française, c'est dans le top 5, tu vois. Sur 2000 ans de littérature, et pour le mec, il était devenu fou ou dépressif. Était devenu dépressif et tu vois que Henry c'est le personnage idéal, tu vois, il marque un doublé, aucune émotion. Ouais, sobre. Et tu vois ça, ce côté là où et ouais, comme t'as dit, Jonathan Klaus c'est l'imbécile heureux, mais sauf que l'imbécile heureux ne fait pas gagner, c'est l'éternel insatisfait qui te fait gagner. C'est là où c'est incohérent c'est pas compatible avec le football pour moi. C'est vrai qu'il faut avoir un mec qui va accepter que pendant jusqu'à ses 35 ans, bah, il va devoir toujours se surpasser et jamais se contenter de ce qu'il a. Alors, après ses 35 ans, à la limite, tu fais ce que tu veux. Enfin, mais juste là, on en parlait la semaine dernière par rapport à Tchouaméni et tout, mais tu te voues à cette carrière qui a plein c'est pas juste jouer au foot. Quand t'es joueur de foot, tu ne fais pas que jouer au foot. T'es aussi une image pour certains, t'es aussi une économie pour d'autres, t'es plein de choses. Et donc, tu te dois d'être ce mec qui va se dépasser. T'es un athlète, genre c'est ton travail de faire ça. Ton travail, c'est pas juste d'être devant les caméras et de dire salut, ça va. Genre, donc, et pour moi, je suis d'accord avec toi, et surtout dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, comme dans des grands clubs européens, tu peux pas avoir cette mentalité-là. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que du coup, tu vois, ce côté un peu test mental, grosso modo, bah, un mec qui est comme ça, il a pas allé à un club comme l'OM. Regarde la différence entre Jonathan Klaus et Tony Kroos. Tony Kroos, 35 ans, tu vois encore, insatisfait de ses matchs, truc extra dur envers lui. C'est pas, ouais, je suis un bon joueur sur Real Madrid. Non, limite. Même, après, Tony Kroos, il a pris sa retraite au moment où il s'est dit après, sinon je pourrais donner moins. Et je veux pas donner moins. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il était jamais satisfait de lui-même. Tu vois, dans sa tête, il y a jamais un sourire qui transparaît. Et comme tu as dit, je pense que Jonathan Klaus, il sera beaucoup plus heureux dans sa vie que Cristiano Ronaldo. Ouais. Mais par contre, c'est pas lui qui va faire gagner Marseille. Et Benatia, quand il arrive, il dit ouais les gars, non, tu vois, il va venir, il va leur mettre des coups. Tu vois, pour moi en soi, j'en parlais avec ma copine en plus cette semaine. Elle me disait ouais, tu vois, on faisait un peu une introspection. Tu vois, on en parlait, on t'est posé en haut, tu vois, quand c'est chez moi, tu vois. Et on en parlait, et puis je disais ouais, moi je pense qu'il m'a aidé dans le business, c'est le fait que depuis tout jeune, mon père il me met des coups, tu vois. Genre dès que je partais au foot, et je me prenais un coup, il me disait lève-toi et cours, tu vois. Genre, tu vois, on faisait un peu un daron à l'ancienne, tu vois. Genre, c'est tais-toi et fais-le, tu vois. Genre, dès qu'il y avait un truc, genre quelqu'un m'embêtait, bah, tais-toi, chin up, et va le régler, tu vois. Et tu vois, t'avais un peu le côté, tu vois. Et ce qui m'a permis, quand j'étais dans le business, tu vois, quand j'étais en école de commerce, j'ai fait un MBA aux États-Unis, tu vois, dans une des majeures business schools là-bas. Et lors de mon expérience là-bas, j'ai eu plusieurs personnes dans ma classe qui ont créé des boîtes. Et au final, j'étais le seul à avoir une boîte pérenne. Mais quand je voyais ma différence entre moi, qui ai dû aller tout faire par moi-même, me prendre des coups, me prendre des refus et tout, et eux qui ont tout eu un peu qu'une cuillère en argent dans la bouche, tu vois que ce côté-là où, tu vois, j'avais ce côté résilient, dans le sens où j'ai pris, mon père m'a jamais pris le gant avec moi, et ma mère m'a eu beaucoup d'amour, mais mon père m'a jamais pris, tu vois, il m'a mis vraiment coup de poing, pas physiquement, tu vois, mais ce côté-là de prendre des coups, de devoir se relever tout seul, et d'être un peu genre ouais, genre je faisais une bonne chose, il me dit jamais j'ai eu un compliment, tu vois, jamais mon père m'a donné de compliment. Et je pense que ça m'a dû créer un peu un personnage d'éternel insatisfait, même si aujourd'hui j'ai créé pas mal de choses au niveau entrepreneurial. Pour moi, je suis pas encore satisfait, tu vois. Je me dis, ouais, c'est pas assez. Ce qui me permet de me sublimer, d'aller encore un peu plus haut. Et tu vois, avoir ce côté-là un peu. Mais par contre, ce côté-là
te lead à la dépression, tu vois, je pense. C'est le chemin le plus rapide pour la dépression. Ouais, je suis d'accord. Et même, enfin, si, enfin, et je pense qu'il faut avoir ce moment dans la vie où tu comprends au moment où il faut switch, en grosso modo, au moment où il faut te dire, bah là, ce que j'ai fait, genre, c'est génial. Et donc, accepter ça. Et tu vois, pour moi, dans cette carrière footballistique, il y a aussi ce truc de, il y a aucun moment de ta carrière où tu peux te dire ça. Sinon, tu prends ta retraite. Tu fais comme Tony Kroos, au final. Ouais. C'est que Tony Kroos, il a dit, à 35 ans, bah moi, je suis pas capable de donner plus, et je sais que je suis même plus capable de donner ce que je vous ai donné pour l'instant, donc j'arrête. Ça, c'est la meilleure chose à faire, parce que tu te dis, je vais me surpasser jusqu'au moment où c'est la fin. Et au moment où j'aurai atteint mes limites, bah, je pourrai plus donner, et donc je vais me retirer. Un Hazard ne l'a pas fait, un Bale ne l'a pas fait. Il y a pas mal de joueurs qui l'ont pas fait, parce qu'ils ont voulu gratter jusqu'au bout. Et ça, c'est pas. Encore une fois, on reprend les termes de la semaine dernière, mais pour moi, c'est pas honnête. C'est hypocrite, c'est malhonnête de la part de ces joueurs-là, tu vois. Ouais, et puis après, c'est une étude un peu parallèle, il faut que je la retrouve, l'étude. Ils ont fait une étude sur ce qui est assez intéressant et ce qui est assez paradoxal. Le nombre de joueurs de foot en équipe de France, je sais plus, en équipe de France, ou au global en France, en Ligue 1, je sais plus exactement sur quel prisme, sur quelle ampleur. Ils avaient remarqué qu'il y avait un taux beaucoup plus élevé de joueurs qui ont grandi sans père. C'est-à-dire juste avec une seule mère, c'est-à-dire dans des conditions difficiles. Même Fils de Paille, qui a refusé de mettre de paille par rapport à son père. Énormément de joueurs de l'équipe de France. Hernandez, son père les avait abandonnés tout jeunes. Il y a énormément, il y a un taux qui est beaucoup plus élevé dans les joueurs de foot. Et ça, c'est quand même un truc, tu vois, qu'on repart sur le côté psychologique, philosophique, etc. Je me suis dit, putain. Parce que je crois que c'est un truc comme 4 fois au-dessus de la moyenne française. Ouais, c'est-à-dire dans les joueurs professionnels, il y en a 4, c'est quand même énorme, tu vois. Par rapport au nombre d'enfants qui grandissent comme ça dans la population française, c'est le nombre qui deviennent joueurs de foot. Tu te dis, il y a le côté psychologique dans le football. Il y a un impact, mais de ouf. Le côté psychologique dans le football, c'est quand même une grande partie. Mais c'est une majeure, et ben, je suis totalement d'accord. Après, enfin, là, tu vois, on est en train de changer quand même, je pense, par rapport à ça, parce qu'on est en train de construire les joueurs de football de demain dès leur plus jeune âge. Et donc, dans ce prisme-là, bah, on arrive sur des robots, hein, genre, on arrive sur des mecs qui vont être formatés pour être footballeurs, formatés pour être ci, ça. Mbappé, c'est déjà un petit exemple par rapport à ça, hein, parce que depuis très jeune, il a ces cours-là, il a ses cours de communication, de si. Il est prédestiné à ça, il a dit lui-même, il a dit, moi, depuis que j'ai 15 ans, un truc comme ça, 14 ans, j'ai été fait pour faire ça, tu vois. Genre, donc forcément, t'as des mecs qui vont être comme ça et qui vont performer, voilà. Et du coup, là, ce qui va être marrant dans le football dans les années à venir, c'est de voir qui seront ces mecs qui vont être un peu différents, tu vois. Genre, qui sont ces mecs avec des histoires un peu différentes et qui seront amenés à performer, mais avec un autre charme que les joueurs un peu bioniques. Ça va être intéressant, ouais. Ça va être un sujet. Exactement. Prochain sujet. Bon, on peut enchaîner sur Mbappé, hein. Ouais, Mbappé. Carrément. Le meilleur buteur européen. Second meilleur buteur européen. Et après, enfin, alors dans l'énoncé, pour moi, il y a quelque chose qui est pas forcément vrai. Est-ce qu'il est vraiment considéré comme un flop ? On en parlait tout à l'heure, mais si t'écoutes, je vais citer Riolo, mais c'est pas le seul. Disons, on tape dessus, mais j'ai l'image de Riolo sur RMC qui dit c'est un raté, sa carrière est finie, il est finito. Ouais. Comment ? Et t'as le syndrome du joueur qui arrive au Real Madrid qui flop les 6 premiers mois. On parle de Modric, Ronaldo, Toni Kroos, Benzema. Pour moi, il y a ça. C'est que il a dit ça au moment où Mbappé effectivement n'était pas bon. Genre, on va pas se mentir, c'était première partie de saison. Mais au final, culture de l'instant de malade, hein, genre, parce que là, tu regardes ces 3 derniers mois, il y a un mec qui dit qu'Mbappé il est pas bon, il connaît rien au foot. Hein. La semaine dernière, il claque un doublé, le coup franc magnifique. Qui le fait gagner le Real 3-2. Mais il y a plein de choses, et même il clutch des matchs, il met des buts qui sont quand même qui sont pas faciles à faire. Genre non, ce qu'il fait depuis 3 mois, c'est quelque chose. Et encore une fois, enfin, parler de flop, c'est ça qui est problématique dans le football, je trouve, hein. Mais si on parle on a jugé un mec en étant un flop alors qu'il venait d'arriver dans un nouveau club, dans un nouveau championnat, il devait s'adapter. Enfin, tranquille, genre, attendez, genre, ok, on en parlera après, on dirait que c'est un flop, mais pour l'instant, qu'est-ce que vous racontez, genre, donc c'est pour ça, enfin, moi, je l'ai jamais vraiment considéré comme flop, je me suis juste dit au début, pas facile, mais attends, il faut voir, genre, il faut laisser du temps, mais, ouais, non, là, ceux qui disent que c'est un flop, ils sont bêtes, hein. Et j'ai une question, comment t'expliques que ces joueurs immenses, on parle de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zidane,
parle de Zidane, on parle pas du Pecno du coin. Benzema, Mbappé, Modric. Comment est-ce que t'expliques Beckham? Comment est-ce que t'expliques que ces mecs-là, qui sont au top de leur carrière, Zidane, on parle vraiment pas du peintre du coin, Cristiano Ronaldo, la première saison, Modric, puis recul de l'année, comment est-ce que toi t'expliquerais que la première saison à Madrid, elle est catastrophique pour tous ces pontes de Bah, l'histoire du football? pour moi, elle est pas compliquée en vrai. Genre, je dis pas que c'est la vraie, c'est la raison, mais ça peut en être une. C'est, t'arrives dans un club qui a une exigence. Je pense que le club qui a le plus d'exigences dans le monde. Genre, t'arrives là, tu Ouais. passes de n'importe quel club. Déjà, tu vois le prisme, enfin, le changement de musculature de la plupart de ces joueurs. Tu vois que c'est lunaire. Déjà, ils arrivent, Bale, il arrive comme ça, il ressort, c'est un mec, c'est un cheval qui s'est fait Ouais. piquer, on dirait. Genre, donc t'as un nouveau régime alimentaire, un nouveau train de vie. Tu t'habitues à une nouvelle ville, tu t'habitues à des nouveaux coéquipiers, à une nouvelle langue peut-être. En fait, toute ta vie change. Genre, c'est normal d'avoir cette période compliquée et c'est normal même dans la vie d'un humain, d'un mec qui va travailler. Demain, vous habitez, je sais pas moi, à Marseille, vous partez à Paris pour bosser dans une autre boîte, vous allez avoir un temps d'adaptation. En fait, pour moi, c'est normal parce que même si t'as le meilleur football du monde, t'es pas le seul sur le terrain. T'as plein d'autres composantes et t'as plein de composantes qui vont t'impacter toi ou qui vont impacter ton environnement. Et donc, avoir le cerveau concentré et avoir la justesse technique, tu vois, t'as déjà fait des foot par exemple, genre des foot avec des potes ou choses comme ça. À des moments, il y a des mecs avec qui tu joues pas. Moi, tu vois, par exemple, pour la petite anecdote, ce soir, c'est des mois, on fait un foot avec des gens ici. Il y a un mec qui joue avec nous qui s'appelle James. C'est un Français. Moi, je joue jamais avec lui. Jamais. Je joue toujours dans l'autre équipe. Un jour, je joue avec James et il y a rien qui se passe entre nous. Il y a rien. Ouais. C'est cata. Parce que, genre, je pense être un bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est un très bon attaquant, lui. Genre, parce qu'en fait, on parlait pas le même football. Genre, moi, je lui mettais toujours les ballons vers l'avant pour qu'il puisse aller de l'avant. Lui, il m'a dit, moi, je suis pas en mouvement. Moi, mets-moi le ballon dans les pieds, genre, parce que ça me saoule. Et donc, toutes mes passes qui étaient assez, enfin, tu vois, au bout d'un moment, tes passes, c'est pas que tu réfléchis pas trop, mais c'est en mode, c'est fluide, tu vois. Ouais. Bah, tous mes automatismes, bah, ils correspondaient pas à James. Et donc, en un match, moi, j'ai pas eu le temps de fitter avec lui. Et donc, je dis pas que, enfin, les joueurs, ils s'entraînent tous les jours ensemble et tout, mais faut comprendre, c'est que tu peux pas arriver et dire, bah, tac, tac, directement ça match. Il faut laisser du temps. Moi, c'est ça. Tu penses? Parce que pour moi, en soi, tu devrais au moins avoir un minimum de joueurs qui fit dès leur première saison. Mais à part Bellingham, Je suis pas d'accord. franchement, Parce que t'as toute la tactique qui est à prendre en compte. Bellingham, il y a eu une exception parce que il avait une liberté sur le terrain qui faisait qu'il devait juste être lui. Genre, et il a aussi un volume de jeu qui est impressionnant, Bellingham. Donc c'est pas pareil. C'est comme Valverde. Valverde, tu le mets partout, il sera bon. Genre, pour moi, ça reste une question en suspens, mais je trouve que c'est un débat qui mérite d'être ouvert, qui n'est pas assez ouvert à la télé, parce que il y a quand même, on n'en parle pas souvent de ce syndrome des 6 premiers mois de la première année. bah c'est normal parce que si on en parle clairement, en fait, on risque de trouver une solution et du coup, ça risque de dire bon bah c'est normal et donc ça fera moins vendre, ça sera moins intéressant, Oui, c'est vrai, moins ouais. pétillant. Donc forcément, on préfère dire oh regardez, il est arrivé, il est trop nul et après à dire oh regardez le réveil du joueur et après dire oh mais vous avez vu, il y a des gens qui ont dit qu'il était nul et maintenant on dit qu'il est fort. Voilà, ça c'est le cycle d'un nouveau joueur qui arrive à Ronaldo, Modric, Mbappé, Exactement. Benzema, tac tac tac. Exactement. Bon bah next sujet. On Sujet. parle des deux vétérans. De Bruyne, Thomas Müller. Vas-y, je t'en prie en vrai. T'en penses quoi? Pour moi, bah joueur historique. Les deux ont marqué l'histoire. Pour beaucoup, De Bruyne, c'est le top 5 milieu de terrain de Première Ligue. Je suis assez d'accord, voire même top 3. Des milieux de terrain, voilà, pour moi, c'est la lignée des Gerrard, Lampard. Pour moi, De Bruyne, il est à leur table largement par rapport à ce qu'il a fait. Il a marqué l'histoire de la Première Ligue avec ses passes, le nombre de matchs qu'il a fait, le nombre de matchs en tant que capitaine. Il a vraiment marqué une époque. Pour moi, l'époque 2015-2025, pour moi, de la Première Ligue, tu vois, t'as De Bruyne. C'est très marquant, De Bruyne. Thomas Müller, personnage historique. Ils ont marqué leur histoire. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le crépuscule des idoles, tu vois, pour faire une petite référence à Nietzsche. Et pour moi, c'est triste, parce que beaucoup de nostalgie, je pense qu'on va les regretter. De joueurs assez avec une personnalité un peu téméraire, voilà. Très
comment dirais-je, je trouve pas l'adjectif, mais des personnes voilà, qui sont assez introverties, on va dire. Pas les personnes les plus bling bling, les plus extraverties, les personnes qui vont faire parler dans les médias. Ces personnes, voilà, mais excellents joueurs de foot. Voilà, pour moi, crépuscule des idoles, ils vont sur la fin de leur carrière, tranquillement, tout doucement, et tu en parlais tout à l'heure, c'est destination MLS, Arabie Saoudite, Qatar. Bon, c'est un peu le top 3 des destinations de vacances pour les joueurs de foot. Ouais, carrément. Enfin, vacances. En vrai, je suis d'accord avec toi et surtout De Bruyne. De Bruyne, ça a été. Pour moi, il n'y avait pas un joueur qui avait autant piétiné l'APL depuis Yaya Touré. Ouais. Et pour moi, c'est au-dessus de Lampard, Gerrard, etc. Parce que, en fait, Bold statement, quand même. Mais ouais, je suis d'accord. en vrai, l'impact que. En fait, à quel point il était au-dessus des autres, pour moi, c'est ça le truc. C'est au-delà de son niveau personnel, hein, c'est que il mettait des vitesses à tout le monde. Enfin, genre, c'est qu'il y avait aucun joueur qui était à sa table à des moments. Genre, que ça soit en termes pied droit, pied gauche, tir, il mettait des mines, t'étais là, des passes décisives, tu te dis, mais déjà comment tu y penses et ensuite comment tu la réalises. Genre, pour moi, non, genre, De Bruyne, ça a été quand même un joueur qui a été. Waouh, moi, je me souviens d'un moment, genre, c'est quand j'ai commencé Sorare, c'était il y a peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Ouais. Genre, je me souviens, je regarde un match d'EPL, je regarde De Bruyne qui revient de blessure, un truc comme ça. Et le mec, il te met genre 2 passes D, un but en 30 minutes. Et genre, t'es là en mode. Je regardais ses stats. Mais c'était lunaire. Et tu te dis, mais ce mec. Et en plus, il le fait dans la sobriété totale. C'est que c'est pas un mec qui va faire des virgules décider ça. C'est juste le mec, la justesse technique, elle est incroyable. Donc, pour moi, De Bruyne, incroyable. Thomas Müller, en fait, je suis un peu mitigé sur Thomas Müller parce que c'est un joueur qui est attachant, je trouve. Mais j'ai jamais trouvé en mode. Je me suis jamais dit top player, tu vois. Je regardais les stats de Bruyne. Attends, j'ai un petit souci avec le Wi-Fi. Pour moi, c'est vrai que c'est pas le joueur le plus flamboyant. Bah, Müller, en vrai, même si tu regardes ses stats ou quoi, genre, moi, j'ai jamais dit, Müller, heureusement qu'il est au Bayern, tu vois. Ouais, bon, j'aurais pas les récupérer. Mais ouais, pour moi, c'est vrai que c'est pas le joueur le plus flamboyant. Mais c'est un joueur attachant. C'est un joueur qui a. Ouais, sous tu vois, les vidéos où ils vont attaquer les paris, c'est Mais drôle, oui. tu vois, c'est mignon. Il y a ça, et même après, il y a le côté où, tu vois, il était au Bayern depuis longtemps, il est. Ouais, surtout que tu vois, la première image, le premier match qu'il fait au Bayern, il marque, il va dans les tribunes embrasser sa copine, tu vois. Voilà, à l'époque, je par trouve que c'est une belle image. Et même, c'est un mec qui, il s'est toujours donné, ça n'a jamais été un menteur ou un tricheur ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de polémique, il a toujours été droit, il a toujours joué au Bayern quasiment. Je sais pas s'il est formé ou pas. Il est formé au Bayern. Ok, bah genre, tu vois, c'est un beau joueur. Il faut des joueurs comme ça dans des clubs comme ça, tu vois. Il faut des mecs qui te rappellent l'identité du club et tout. Et Thomas Müller, il l'a incarné à la perfection. Mais après, en termes de niveau footballistique, pour moi, c'est pas non plus. Il va pas manquer au football, quoi. Alors que De Bruyne, si. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de regarder les stats de Bruyne, c'est vertigineux. C'est combien? Vas-y. J'arriverai pas du tout à dire. Surtout quoi, son pinacle, ça a été la saison 2019-2020. Donne des stats. Je sais pas, il doit être à 15 buts, un truc comme ça. Je vais regarder d'ailleurs en équipe nationale. C'est impressionnant. 15 buts, 30 passes D en 2019. Attends. 6, 4. Je suis en train de faire le. Combien tu dirais? 15 buts, 30 passes D. C'est à peu près ça. C'est beaucoup plus. T'es à peu près à un peu plus de 20 buts et 30 passes décisives. C'est énorme, bien sûr. Et puis pareil, la saison d'après, il y a même 2022-2023. Et même, après, dans le rôle dans lequel il joue. Les stats, c'est trop impressionnant. Il faut penser au rôle dans lequel il joue. C'est que c'est pas un 10, hein. Il te met. 2021-2022, il te met 15 buts en championnat, 2 buts en Ligue des Champions, 4 buts en équipe nationale. Waouh. Pour moi, c'est des. Et surtout, il a fait ça pendant 5-6 saisons, tu vois. Des saisons où il est à 40-45 goal and assist, tu vois. C'est pour moi en tout cas, pour moi en soi le seul bilan à faire sur De Bruyne et Thomas Müller. Différents externes pour moi, De Bruyne ça a été un peu plus marquant, mais Thomas Müller c'est toujours aussi fort. Mais c'est un peu
Pour moi, Thomas Müller, il fait partie un peu de la catégorie des faux lents, déjà. Des faux mecs lents, des faux mecs faibles, tu vois. Parce que tu vois, il est gringalé. Ouais. T'as l'impression que. Mais j'arrive pas à comprendre. Il était là, être marqué. Ouais, si. Il avait un style de jeu qui était vraiment à lui et efficace quand même. Hein. Genre, Ouais. mais moi, je vais regarder ses stats d'ailleurs. ce qui m'a marqué avec Müller, c'est que, je te dis, ça a jamais été un joueur qui a menti. Genre, ça a toujours été un mec qui s'est donné à 100% et il y a jamais un moment où on s'est dit, Müller baisse de forme ou chose comme ça. Il a toujours été régulier. Pas trop fort, pas trop. Il a quand même des stats impressionnantes. Hein. Ah ouais? Waouh! Alors, alors 2019-2020, il a 26 passes décisives. Ah ouais? Pour 12 buts. 2021, il a 22 passes décisives. 2021-2022, 24 passes décisives. Et à chaque fois, il a plus de 10 buts. Ah ouais, j'avoue. Mais c'est vraiment des stats vertigineuses. Mais on dirait pas du tout par contre. Hein. J'ai pas du tout cette impression-là sur De Bruyne. Mais sur Müller. Waouh! Et meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'est vrai. Mais tu vois, c'est bizarre parce que on en entend. Enfin, il s'assoit à la table de Ronaldo R9, tu vois. Ouais. De Thomas Klose. Pour un milieu de terrain. Pour moi, c'est. T'imagines, moi je trouve que là je regardais ses stats, je m'attendais pas à ce qu'il claque 80 passes décisives. Alors ça je suis en d'accord, 3 saisons. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que t'es là en train de te dire 80 passes décisives, 40 buts en 3 saisons. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est ce mec il a fait ses perfs, mais personne le sait. C'est fou. Et je suis sûr qu'il y a pas un mec qui est capable de dire que c'est un mec qui a mis autant de passes D. Tu lui dis entre 2019 et 2022 combien il a claqué de passes D et de buts. En vrai, il te dit pas 80 passes D. Tu me poses la question, je te dis 20-30 grand max. Ouais. Alors c'est lunaire. 80 passes D, c'est vertigineux. Et même, ça a été un mec qui a toujours dépanné. Enfin, parfois, il a joué milieu de terrain, il a joué attaquant droit, il a joué buteur, il a joué faux neuf. Genre, la variété de la palette technique et tout, enfin, c'est impressionnant quand même. Mais je t'ai dit, pour moi, ces stats me font mentir, hein, mais ça, sportivement, j'ai jamais été là en mode heureusement que Thomas Müller il joue au Bayern. C'est hallucinant. Est-ce que pour toi, Thomas Müller va manquer au football? On le voit pas. Donc non. Si on met les termes, non, on va l'oublier rapidement. Ouais, je pense aussi. Ah justement. De Bruyne, on va plus s'en souvenir. Carrément, je suis grave d'accord. Pour moi, celui qui peut bien prendre la relève, c'est Wirtz. Ouais. Je pense que ça peut. Florian Wirtz. Ouais. Ouais, Moussiala aussi, il a un peu d'ancienne, mais Wirtz plus. Ouais, Wirtz, De Bruyne, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, bah, dernier sujet maintenant, histoire d'être un petit peu plus. On va tenter différentes timelines, tu vois, en termes de longueur de podcast. Donc, Lucas Chevalier, doit-il partir du LOSC? Ouais. Moi, ce sujet, je l'ai trouvé intéressant parce que on est sur un gardien quand même ça fait pas mal de saisons, qui surperforme, qui fait des arrêts décisifs, qui et qu'on parle de lui en équipe de France, etc. Il a enfin été appelé. Mais en fait, on parle de lui en équipe de France, mais on parle pas de lui dans des grands clubs. Et c'est ça qui m'étonne. C'est que c'est peut-être le meilleur gardien de Ligue 1, je pense. Genre, parce que Donnarumma, pour moi, bon, si on fait un ratio de points gagnés grâce au gardien, je pense que Lucas Chevalier, c'est le meilleur de Ligue 1. Avec Rouli, peut-être. Je pense que. Pour moi, le meilleur, ouais. Ouais, bon, on est d'accord. Je ne peux pas rouler à sa table. Et Chevalier, c'est subjectif. il est. Enfin. Peut-être le LOSC, que je le vois trop comme un petit club, hein, mais Chevalier, il doit passer au-dessus. Il doit aller voir ailleurs. Tu fais le match contre le Real en Ligue des Champions. Et voilà. Et le Real, mais il y en a contre plein. la Juve. Il te fait des matchs. Il te sauve l'équipe. En Ligue des Champions, c'est vrai qu'il a fait des masterclass. Il te sauve le LOSC, alors que. Enfin. On n'en parle pas, pareil. On va parler d'un Guillaume Rest qui, au final, il n'est pas si impressionnant que ça. C'est juste qu'il est jeune et qu'il joue en Ligue 1. Mais un Chevalier, à l'instant T, je pense qu'il doit avoir quoi, 23, 24 ans. Genre, c'est le moment, hein. Il faut partir. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'une carrière passe vite. S'il fait 3 ans de plus au LOSC, il est mort. 27 ans et aucun club ne va le récupérer. Carrément. Et genre, là, c'est le moment. Sa dernière porte de sortie, c'est là, pour moi, c'est le moment où il doit aller chercher une étape. Et après, cette étape lui permettra peut-être d'aller dans un top club, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Pour toi, il est prêt à partir direct dans un top club ou pas? Il n'a pas le choix, il a 23, 24 ans. Tu le vois partir où, par exemple? Pour moi, pourquoi pas un club intermédiaire à l'étranger? FC Séville.
Ah, je le vois un peu plus. Moi. Ouais, Séville, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être un peu trop faible, mais Tu vois, AS Roma, ouais, même un Inter de Milan, moi, ça me choquerait pas, tu vois. ouais, je suis d'accord avec toi. Inter ou Leverkusen. Leverkusen, ce serait génial. Hein. Même pour moi, mais c'est vraiment mon avis. Hmm. L'AS Monaco sera encore une étape un petit peu plus haute dans le sens où D'accord. il aura plus de visibilité. Il peut plus rapidement trouver un meilleur club. Le LOSC, c'était beaucoup trop caché. Mais bien sûr. C'est tu vas retrouver dans le fin fond de la Ligue 1. Ils font la Ligue des Champions. Il a de l'exposition, mais le problème, Monaco, on sait que c'est un club trading, donc ils vont vouloir en tirer le maximum de profit. Ça peut être intéressant pour sa carrière. Ah, la Juve, pourquoi pas? À la Juve, ils ont recruté Carnesci, là, genre, donc ils ont déjà un jeune gardien italien, en plus Ouais. italien, donc je pense pas qu'ils vont aller se pencher sur un chevalier. Tu le verrais où, toi? Je te dis, Leverkusen, en fait, en y pensant, je pense que ça serait énorme, parce que Ouais. Leverkusen, ils ont Radecki, là, Je qui suis est d'accord avec un toi. peu vieux, ils ont une doublure aussi qui est un peu plus jeune, mais qui est pas terrible. Tu le mets à Leverkusen, un club qui est performant, qui joue des grosses compétitions, qui a un bon effectif. Genre, et il est jeune, enfin, il va se mêler dans cet effectif. Pour moi, il peut briller, tu vois. Il peut briller, il peut faire briller le club aussi. Donc, Ouais. Leverkusen, deal parfait. Pour combien de millions d'euros, ça, je me pose la question. Moi, je pense que si c'est un transfert, c'est de se faire autour des 30-40, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Mais moi, je pense, de mon point de vue, hein, ça reste subjectif, même pour sa carrière en équipe de France. L'équipe de France ne peut pas se permettre d'avoir le gardien du LOSC D'accord. en Et titulaire numéro 1. c'est marrant, hein, parce que Chevalier a fait une interview il y a quelques mois où il a dit j'en ai marre que qu'on sous-estime le LOSC comme ça. On est toujours en Europe, on performe toujours, on gagne nos matchs, etc., on se bat, et Non, pourtant on est vu comme un petit club. Il a raison dans les faits. ouais, mais 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 j'arrive pas à me dire dans ma tête, à switch up, à me dire, bah, le LOSC, grande équipe, tu vois. Le LOSC à la table de Marseille, Lyon, Monaco, tu vois. je vais donner une data sur le LOSC. LOSC, bon club de Ligue 1, je suis d'accord avec lui. Mais le LOSC ne fait pas 5 saisons de suite en Ligue des Champions. Et ça, c'est problématique. Tu ne peux pas. Si t'es gardien numéro 1 au Milan AC, pour moi, Lucas Chevalier est meilleur que Mike Maignan. Ok. Mais pour moi, pour moi, c'est le meilleur gardien de France. Cependant, Mike Maignan sera gardien numéro 1 en équipe de France parce qu'il joue titulaire au Milan AC, qui fait la Ligue des Champions tous les ans depuis 5 ans, qui est entouré de champions, qui a la mentalité de champion, qui a. Mais c'est grave un levier ce que tu dis, hein, parce que on l'a remarqué avec Olysée, on l'a remarqué avec même Klose au final quand il a signé à l'OM. Genre, c'est que t'as besoin d'aller dans un meilleur club pour être appelé en équipe de France et pour t'imposer en équipe de France. Et sur un côté, si on regarde le foot avec l'œil le plus proche du terrain, on se dit bah non mais il est bon là, il va être bon là, donc il y a pas à attendre qu'il soit dans un grand club. Ok. Mais sur un point de vue un peu plus psychologique, où tu prends en compte que quand tu es dans le foot, il y a une part de mental énorme, etc., qu'il y a de la pression, que tu as des partenaires, etc. Pour moi, je suis d'accord avec ce fait qu'il faut être dans un grand club pour pouvoir performer en équipe de France. Tu vois, si tu es au LOSC, je te prends des extrêmes. Moi, je pense que les extrêmes, c'est des bonnes manières de voir des exemples. Ouais. Si tu prends un Chevalier qui joue en Ligue 2, sa pression du week-end avec un VAFC, par exemple, ou chose comme ça, ce sera pas la même qu'un mec qui va jouer à la Ligue des Champions. Exactement. Et il va pas avoir les mêmes attentes sur lui et les mêmes obligations de résultats, tu vois, de performance. Ouais. Ah, j'entends même un point. C'est pas quelqu'un qui va se taper Inter Milan, Milan AC. C'est ça. Il va pas avoir l'habitude de se prendre des gros rendez-vous et de prendre des bastos de Lautaro Martinez, de je sais pas qui. Non, il a l'habitude de prendre Esteban Le Paul. Ouais. Une fois par an, il va se C'est vrai, de taper fou. Dembélé, mais et encore, tu vois. Et après, c'est tout. Hein. Après, certes, il a fait, on va dire, oui, cette année, il a joué contre l'Atlético Madrid, contre Mais justement. le Real. Mais il faut aussi mettre en perspective que quand le Real va jouer à Brest ou quand le Real va jouer au LOSC, Bellingham, il s'en tape un peu. Et t'as pas le même Bellingham quand il va faire l'aller-retour contre Man City, ou t'as pas le même Mbappé qui fait l'aller-retour contre Manchester City que celui qui va jouer à Lille, tu vois. Et même, t'as ce côté où, genre, il l'a fait, c'est bon. Il a joué contre ses équipes et il a été bon contre ses équipes. Ok, bravo, t'as plus rien à prouver, mon grand. Bah, va au-dessus maintenant. Genre, t'as fait ce que t'avais à faire dans ta catégorie. Je suis d'accord avec Donc toi. maintenant, soit tu te dis un peu à la Jonathan Klaus, bon, je suis bien à la maison, ça se passe bien, pourquoi bouger? Soit tu te dis, bon, maintenant, c'est le moment d'aller chercher une vraie équipe, tu vois. Je suis d'accord avec toi.
Je suis complètement d'accord avec toi et Ça me- j'espère que son agent va faire le travail. Et j'espère que lui, il le voudra. Tu vois, genre, j'espère que lui, il voudra aller au-dessus. Parce que si lui, il ne le veut pas, bah, c'est son choix. Et ça sera sa carrière, pas de souci. Mais il a le potentiel pour le faire plus. Ça serait Une déception, mais du après, gâchis, c'est son choix. Et voilà. Tu vois, après, je pense que c'est un mec quand même assez ambitieux en vrai. Enfin, Ouais, il a l'air ambitieux. ouais, et même, enfin, moi qui ai vécu du coup à Lille et travaillé au stade du LOSC, etc., genre, il y avait pas mal d'indiscrétions, d'échanges, etc. Tu sens que c'est un mec qui est très humble, très calme, mais qui en veut, tu vois. Genre, il a été prêt à aller à Valenciennes pour pouvoir performer après au LOSC. Il était parti en prêt. Et il est pas discret comme mec. Il montre qu'il est sur le terrain et ouais, je pense qu'il a le caractère pour aller au-dessus. Ouais. Ok. On croise les doigts. Intéressant. Maintenant, ma partie préférée. Et prono LDC. Alors, je pense que au niveau du jeu, on va le faire comme ça. Je pense qu'on va, au lieu de regarder les cotes, on va le faire le plus simple. On a je te donnerai les pronostics de Mathieu Ok. sur la prochaine journée de Ligue des Champions. Et on fera bonne réponse. Alors, on va faire un truc. Bonne réponse, 1 point. Bon score, 2 points. Bonne réponse risquée, 2 points. Et bonne réponse risquée avec le score. Et on évaluera si c'est risqué ou pas. Ok. Ça te va, parce que par exemple, si tu sors Dortmund qui tape le Barça et que c'est bon, moi je pense que ça mérite plus de points. Tu vois. Ok. C'est très subjectif au pire des cas. On verra, mais pour moi, pour l'instant, juste bonne réponse 1 point, top score 2 points. Vas-y. Ceux de mardi là Avec Mercredi, bonus pardon. risque. En gros, c'est bonus x2 pour le risque. Ouais, je vais partager. Donc, on va commencer Arsenal-Real Madrid. C'est quoi ton pronom? Pour moi, Real Madrid qui gagne 2-1. Ok, même prono que Mathieu. Hmm. Pour moi, c'est 3-1 pour Arsenal. Ok. Ah ouais. Je vois Madrid tomber à Arsenal. Ok. Mon petit prono du jour. Ouais, ok. Prochain match, Bayern-Inter Milan. Match nul. Allez, je vais dire je pense que ça peut faire un petit 2-2, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ça peut scorer. Moi, j'aurais dit 1-0 Bayern, mais vraiment 1-0 partir le chercher au fin fond des tripes. Pour Mathieu, c'est 3-0 Bayern. Oh. Moi, la raison pour laquelle j'écarte le Bayern, c'est qu'il y a trop de blessés. T'as Musiala, Coman, Pavlovic, encore il joue pas. Ouais, pour moi, Olise, Kane, ça suffit. Ça fait des miracles. Pour moi, en face de ça, t'as Inzaghi, entraîneur très, très difficile, peut-être un des entraîneurs le plus sous-cotés d'Europe, il fait finale Ligue des Champions l'année dernière. Pour moi, 1-0 Bayern, safe, pas fou. Pour moi, ça va pas être le plus beau match. Entraîneur très défensif, compagnie se jauge un peu. Il y a beaucoup de blessés, ouais. Pour moi, ça va être Ouais, un match. pour moi, c'est pour ça qu'il y aura 2-2, enfin qu'il y aura des buts entre guillemets. Ouais. Parce que justement, genre, ça va s'envoyer en fait. Genre, Ouais, tu penses? Ouais, je pense. Ok, Ça va être un bon intéressant. match. On fera un débrief. PSG Aston Villa. C'est à Paris, hein. Ah ouais. Non, à Paris, je pense que Paris va... je sais pas. Peut-être le petit 1-0, un truc comme ça pour Paris. Ok. Pour Mathieu, c'est 2-1 pour PSG. Ok. Moi, je vois le match nul. Ok, combien? 1 partout. Ok. Pour moi, le match nul, c'est peut-être un compte double. Dans le sens où s'il y a un match nul, je pense que c'est. Mais pour moi, je vois la cote un peu tricky. D'un côté, Paris peut marcher sur Aston Villa, hein. Leur mettre 4-0, tu vois. On va pas mettre 7-0 comme Brest, mais il y a un monde En vrai, moi, où ça peut arriver. Il y a un monde où ça peut arriver. Paris, voilà, c'est. Il y a un monde où ça peut arriver, mais pour moi, j'y crois pas. Pour moi, je vois un partout. Ok. On sous-estime trop Aston Villa. Emery, qui est très, 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 très bon contre les gros clubs. C'est-à-dire qu'en étant en Espagne, tu regardes ses stats contre le Real et le Barça. Pareil, PSG-Barça, le premier où Paris gagne 4-0 au parc avant de se prendre la remontada. Il faut gagner 4-0 au parc contre le Barça Prime de Messi, Neymar, Suarez. Et en première ligue, à chaque fois quand il tape Arsenal, il tape Manchester City Prime, il tape Manchester United, il a un palmarès contre les gros clubs. Il arrive fortement à les faire déjouer. Donc, pour moi, il est capable de faire déjouer Luis Enrique et gros danger pour Paris.
Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, gros danger. Pour moi, c'est très risqué. C'est pas du tout gagné d'avance pour Paris. Faut pas croire ça du tout. Et je pense qu'à Aston Villa, justement, on les attend pas tant que ça. Et alors que ce soit l'entraîneur ou l'effectif est très, 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 très solide. Et top 8 Ligue des Champions, top 8 sur 32. Ouais, ok. Bon, ça, je trouve ça différent parce que l'effectif, ils ont quand même fait beaucoup de recrutement cet hiver. Genre, je pense que. Enfin, l'équilibre est différent. Après, je te dis, ça va être très mental, hein, parce qu'un PSG qui respecte pas assez son adversaire ou un Aston Villa qui est très galvanisé par le fait de battre le PSG, parce que t'as quand même Asensio, Emery, t'as même Dizazi qui peut être un peu sur le côté envie de battre le PSG, quoi. Genre, non, pour moi, ça va être un beau match. Ouais, ça va être un match magnifique. Ouais, en soi, ce que je voulais dire, c'est surtout que à ne pas sous-estimer parce qu'ils ils sont pas passés par les barrages. À contrario du Real, du PSG. Ouais, mais ça, pour moi, ça veut pas dire grand-chose en réalité. C'est pour passer dans le top 8. Ouais, mais... C'est que t'as des certitudes. Ouais, mais Lille était dans le top 8, hein, si je me trompe pas. En effet, mais... ouais, en effet. En fait, pour moi, ça veut rien dire. Lille a été dans le top 8. Bah, pour moi, si c'est pas Lille, il y en a d'autres. Et le Real est dans les barrages. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu finis premier de ton groupe que demain, c'est-à-dire que tu vas gagner, tu vois. Genre, c'est juste qu'à ce moment-là, t'as performé, qu'à ce moment-là, ça allait, qu'à ce moment-là, t'as affronté des équipes comme ça. Là, c'est différent, tu vois. Il y a tellement de facteurs qui changent. Genre, ton championnat, ton recrutement, tes blessures, la motivation de tes équipes, ta situation. Trop de facteurs, tu vois. Pour dire que ce qui s'est passé en novembre, octobre, bah, ça a impacté encore. En plus, ce week-end, il tape Nottingham Forest, qui est le 3e de Première Ligue, la sensation. Donc, pour moi, en tout cas, il y a un match. Il y a un match, vraiment un match. Il y a un monde où Paris roule sur Aston Villa, il y a un monde où ils perdent. Aston Villa gagne 1-0 contre Paris. Oh, le plaisir de débriefer ce match si Aston Villa gagne. Tu sais que je vais pleurer. Il y a même un monde où Aston Villa peut gagner 2-0. Oui, bien sûr. Genre Paris, la douche horrible, ils se prennent un contre, 1-0. 10 premières minutes. En plus, il y a le monde où t'as Emery qui arrive à bien cloisonner, qui balance un ballon en profondeur sur Watkins. Beraldo, il va devoir être titulaire. Ouais. On a vu la faiblesse contre Dunkerque. Pour moi, il y a aussi un monde où Aston Villa gagne 2-0. C'est pas l'avis le plus commun, mais pour moi, en tout cas, un partout. Ok. Dernier match, Barcelone-Dortmund. Barça, sans doute. Dortmund, c'est trop instable, c'est trop Sur quel score ? Sur, je pense, on est à Barcelone là ? Ouais. Sur un bon 3-0. Ok. Pour Mathieu, 4-1. Pour moi, match un peu piège pour le Barça, même si on marche sur Dortmund. 2-1. Ok. Ouais, non, je t'ai dit Dortmund, cette saison. Ouais, je sais. C'est vraiment bancal. Hein. Je sais, en plus, là, ils viennent de changer d'entraîneur encore. Genre, je garde le trauma de la demi-finale l'année dernière. Ouais. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir regardé le café du lundi. Non, le café du foot. D'avoir regardé le café du foot, c'est important. On se retrouve la semaine prochaine avec Mathieu qui va revenir parmi nous. Et on fera le débrief de ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette semaine. Et on parlera de l'actualité. À très bientôt. Ciao. Parfait.